Il semble que les Russes progressent un peu sur l'ensemble du front, mais surtout dans le sud, le long de la ligne de front de Zaporijjia, où les choses évoluent le plus rapidement. C'est assez crucial si la principale ville passe, je suppose, sous contrôle des drones, car la majeure partie de la ville se trouve sur la rive est du Dniepr. Donc, il semble qu'une grande partie de tout cela pourrait avoir d'énormes conséquences assez rapidement. Comment interprétez-vous la situation actuelle? Eh bien, il reste deux grandes villes dans la région de Zaporijjia qui sont dans une position défendable. Il y a Orikhiv d'un côté et plus au nord, la ville de Zaporijjia. Le front de Zaporijjia était tenu par Huliaïpol. Et Huliaïpol n'a pas trop Huliaï, n'a pas trop erré avant de tomber. Au départ, les forces russes ont eu beaucoup de difficultés à prendre Huliaïpol, car elle est située sur une colline entourée de terres agricoles plates et dégagées. L'approcher est en réalité assez difficile, car on y est exposé de tous côtés. Si je dis cela, c'est parce que la Russie a eu beaucoup de mal à l'atteindre, surtout depuis le sud et le sud-est, pendant plusieurs années. Finalement, à mesure que les forces ennemies s'amenuisaient, la Russie a pu charger depuis l'est, prendre deux villages fortifiés qui formaient une ligne défensive, puis traverser directement ces zones dégagées pour encercler la ville. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que ces derniers jours, les Ukrainiens ont commencé à lancer ce qui sont essentiellement des contre-attaques suicidaires sur Huliaïpol. Je suis désolé, sur Huliaïpol. Car l'armée russe a désormais commencé à dépasser Huliaïpol et à se consolider. Huliaïpol formait une saillie, donc depuis le sud, ils ont redressé la ligne et solidifié leur position. Au nord, environ la moitié de ces positions fortifiées sont encore aux mains des Ukrainiens, mais elles sont en train d'être réduites, car la Russie les a contournées là où il n'y avait pas de troupes. Uther Mr. Earthu Emadet said, Yuan at Rory Thing in Roj Suri. Et environ la moitié d'entre eux ont déjà été dégagés. Les autres, tu sais, soit ils tiennent et meurent, soit ils se rendent parce qu'il est très difficile de s'en sortir. Les forces russes sont des deux côtés de cette ligne fortifiée. Ils se trouvent dans des zones dégagées, donc la couverture par drone est dense. Les Ukrainiens ont commencé ces attaques suicidaires, essayant de foncer sur sur Huliaïpol. J'imagine qu'au mieux, leur mission consiste à survivre assez longtemps pour hisser un drapeau, prendre une photo, et puis, peu importe. J'imagine que c'est à ça que ça se résume. Mais ils n'arrivent jamais à ce peu importe. Ils ne survivent jamais jusque-là, parce qu'ils traversent les mêmes champs à découvert. Sauf que maintenant, les arbres ne sont plus verts. C'est bien plus ouvert maintenant. Il y a encore moins d'endroits où se cacher, et ils sont simplement exterminés à mesure qu'ils foncent. Une compagnie ici, une compagnie là. Donc les Ukrainiens font un coup de communication. Ils essaient de dire « Voyez, nous avons pris Zaporijjia. Pardon, Huliaïpol. » Passons maintenant à Zaporijjia même. L'armée russe s'est déployée le long de la côte du fleuve Dnipro. Au sud de la ville de Zaporijjia, il y avait autrefois un immense réservoir d'eau. Vous vous souvenez, les Ukrainiens jusqu'à Enerhodar, là où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijjia. Les Ukrainiens ont fait sauter le barrage, ce qui a également emporté plusieurs positions russes en face de Kherson. Elles ont été reconstruites depuis. Mais le problème, c'est que tout ce lac ne s'est pas simplement asséché pour devenir une plaine dégagée qu'on pourrait traverser en courant. Il s'est transformé en un immense marécage. On ne peut donc pas vraiment y faire grand-chose, car c'est de la boue, c'est marécageux et c'est très, très exposé. Ils n'ont tiré aucun avantage de leur tentative de prise de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Mais ils se sont aussi infligés beaucoup de dégâts, notamment sur les positions russes, en particulier en face de Kherson. Cela dit, c'était il y a 1 an et demi, donc ces positions ont été reconstruites.
Les Russes continuent de se déplacer le long de la bordure de cette nouvelle zone marécageuse. Je suppose qu'un jour, le barrage sera reconstruit et cette zone redeviendra alors une grande réserve d'eau. Les forces russes se trouvent maintenant à environ 15 km de la ville de Zaporizhia, ce qui signifie qu'elles sont entrées dans l'agglomération de villages et de petites villes, en somme, la banlieue. La zone suburbaine s'étend sur environ 15 km, ce qui correspond, pour les Américains habitués au système impérial, à environ 8 ou 9 milles au sud de la limite de la ville de Zaporizhia. Quiconque vit aux États-Unis connaît ces immenses villes sans fin qui débordent de leurs frontières et s'étendent encore et encore, la banlieue. C'est donc cette zone suburbaine que les forces russes sont en train d'investir. Et la zone suburbaine s'étend principalement le long de la rive du fleuve. Elle ne pénètre pas très loin dans la campagne. Ils ont atteint un point où ils touchent la zone suburbaine et s'étendent également vers l'est parce qu'ils surplombent désormais Orikhiv depuis le nord. Ils avancent de plus en plus loin, surplombant Orikhiv en y entrant par le sud. C'est la dernière grande position fortifiée avant Zaporizhia, en dehors de la ville de Zaporizhia elle-même. La ville de Zaporizhia est une zone plate et dégagée, avec un seul grand pont traversant le Dnier qu'il sera difficile de tenir. C'est essentiellement comme regarder une feuille de papier plate. Donc ce n'est pas un endroit qu'ils vont pouvoir tenir. Je veux dire, il y a encore des routes évidentes venant du nord et du nord-est, mais c'est un terrain découvert. Donc tout ce qui entre là-bas pénètre dans la vallée de la mort des drones. Vous savez, si vous y allez pour essayer de fortifier ou d'apporter des ravitaillements, vous êtes dans la ligne de mire de chaque opérateur de drone travaillant dans cette zone, sans parler de l'aviation, à voilure fixe et à voilure tournante. C'est vraiment un endroit infernal où se trouver si vous tenez à mourir. Je suis donc sûr qu'ils essaieront quand même de tenir bon, parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils perdront encore 20, 30, peut-être 40 000 personnes là-bas, transformant la ville en ruine que la Russie finira par reconstruire. Mais ils ne pourront pas la tenir. De là, c'est tout droit vers l'oblast de Dnipropetrovsk depuis le sud. Après Dnipropetrovsk, ils seront repoussés vers le nord en direction de Poltava. Ce pont, cette zone de passage, mène directement vers Kryvyi Rih. Il mène vers Nikopol, et ensuite, c'est une manœuvre de contournement autour de Mykolaïv en direction d'Odessa. Donc tôt ou tard, la Russie franchira la frontière vers Kherson. Et une fois qu'il y aura une menace plus au nord, traverser vers Kherson sera beaucoup plus facile depuis le sud. Une fois que vous aurez traversé et reconstruit les ponts vers Kherson, ce sera une avancée vers Mykolaïv, puis après Mykolaïv vers Odessa. Il faut prendre Mykolaïv, car même si vous longez la côte, Mykolaïv représente une menace de flanc. Il faut donc éliminer cette grande menace de flanc qui avait déjà connu un renforcement militaire auparavant. C'est pour cela que la Russie n'a pas pu se diriger vers Odessa plus tôt. Elle n'avait pas assez de troupes pour prendre Mykolaïv, et Mykolaïv constituait simplement la grande menace. Donc, ce serait plus simple avec une carte, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, mais ils peuvent se renseigner. Voilà la situation dans le sud. Le sud s'effondre. Les attaques suicidaires de relations publiques contre Huliapol se terminent chaque jour de la même manière, juste beaucoup de corps morts ou mutilés. Mais ils continuent. Cela n'a absolument aucun sens militaire. C'est purement de la communication. Tout général qui ferait cela, s'il avait le moindre honneur, et Sersky n'en a pas, donc inutile de s'en inquiéter, arrêterait. Sersky d'ailleurs a payé pour que son père aille à l'hôpital. Sa famille vit en Russie. Apparemment, il a transféré de là à son père pour qu'il puisse aller dans un hôpital privé en Russie plutôt que dans un hôpital public. Vous pouvez interpréter cela comme vous voulez. C'est là, sous vos yeux.
You read that any way you want to read that, right there. I mean, that tells you a lot right there about the situation. Je veux dire, ça en dit déjà long sur la situation en Ukraine. Mais c'est ainsi. Au nord, le front avance, plus lentement, sauf autour de Kostiantynivka. Il y a maintenant une poussée vers le sud-ouest de Kostiantynivka. Nous verrons à quelle vitesse cela se dégage, car en gros, la Russie envoie les réserves qui avaient été utilisées pour Myrnohrad vers Kostiantynivka pour combattre au nord de la ville. Et l'Ukraine envoie ce qu'il lui reste de réserves à Kostiantynivka pour tenter de l'arrêter. Kostiantynivka est environ à 65% encerclée. Donc encore une fois, l'Ukraine aime se mettre la tête dans le nœud, coulant autant que possible, puis crier « Nous sommes toujours là ». Je veux dire, ils affirment encore qu'ils se battent à Myrnohrad. Il y a là-bas une opération de nettoyage, de petits groupes de 2 ou 3 personnes, des irréductibles qui ne se sont pas encore rendus ou n'ont pas encore été tués. Myrnohrad, Pokrovsk, le combat y est terminé depuis un bon moment déjà, mais c'est ce que nous voyons. Maintenant, nous observons dans l'oblast de Sumy et celui de Kharkiv, surtout Sumy, une série de nouvelles incursions. Elles sont toutes petites, relativement limitées pour l'instant, mais on dirait qu'ils sont en train d'aplanir la frontière, si l'on peut dire, car elle est très irrégulière par endroits. Donc ils coupent ces kilomètres supplémentaires de frontière et la redressent. Je suppose que c'est une meilleure façon de le formuler. Supposons maintenant qu'il y ait une concentration de forces qui inquiète les Ukrainiens. Une concentration au nord de Tchernihiv, du côté russe, à Briansk. C'est très possible, tout à fait possible. Je pense qu'à ce stade, une fois que tout commence à s'effondrer, et il y a des zones où cela commence à s'effondrer, les unités russes de reconnaissance et de sabotage perçant. Cela ne veut pas dire que ces zones ne seront pas refermées, mais il y a plusieurs endroits où cela se produit en ce moment. Donc cela pourrait être une manœuvre destinée à détourner l'attention de lieux comme Kostiantynivka ou Kupiansk. Ou bien ça pourrait être, enfin, je pense que Kupiansk lui-même, si vous regardez Kupiansk, je saute d'un sujet à l'autre, je sais que je saute. Si tu regardes Kupiansk, la contre-offensive là-bas s'est déroulée trop facilement. Les troupes russes se sont repliées et le camp ukrainien craint maintenant d'avoir été attiré dans un nouveau piège. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que pendant que les Ukrainiens reprenaient environ la moitié de Kupiansk, en particulier la partie ouest de la rivière Oskil, l'armée russe a percé au nord, a continué d'avancer et a coupé les principales voies d'approvisionnement vers Kupiansk. Ainsi, les zones reprises par les Ukrainiens sont désormais isolées de tout ravitaillement. Parfait, ils se sont remis dans le sac eux-mêmes. Et maintenant, ils ne peuvent plus recevoir de ravitaillement normal. Donc, les munitions, les provisions, tout commence à manquer. Vous êtes à nouveau coincé en plein hiver dans un paysage très abîmé et dévasté. Et l'hiver là-bas, pour bien comprendre, il fait froid à Moscou en ce moment. Enfin, relativement froid. Il fait environ -9, -10 aujourd'hui, avec des variations entre -4 et -20. Si vous descendez à Donetsk, les températures oscillent entre +6 et -10. À +6, tout fond et se transforme de nouveau en boue. Donc, tout approvisionnement que les Ukrainiens reçoivent, sauf s'il s'agit d'une petite quantité qu'un drone peut transporter, ce qui n'est pas grand-chose, sert à ravitailler des soldats individuellement, pas des compagnies, pas des pelotons, même pas des équipes de tir. Dans cette zone, à moins de rouler sur des routes aménagées, on ne roule nulle part, car la boue, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et le sol commence juste à geler, puis il se remet à fondre. Il gèle, puis fond à nouveau. C'est donc un mélange constant. Et même quand il gèle, ce n'est pas assez profond pour que le passage de véhicules lourds ne le détruise pas à nouveau. Quand il est remué puis regèle, il devient impraticable pour d'autres raisons.
à moins d'utiliser des véhicules à chenilles. Les véhicules à roues ne peuvent pas traverser de la boue déchirée, pleine de trous, de vagues, de bosses, peu importe, parce que tout est gelé à bloc après avoir été brassé. Voilà la situation. Ces types se sont en gros remis la tête dans un piège.